Bonjour à tous et bienvenue dans Point de Vue, le podcast de la Liberté sur l'actu de Fribourg-Gotteron. Le week-end approche et il est temps de se préparer pour les prochains matchs des Dragons. Nos spécialistes vous mettent en condition. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 9e épisode de Point de Vue. Aujourd'hui, je suis accompagné par Patricia Morand. Salut Pam. Salut François. Et Pierre Salinas. Salut Pedro. Salut à tous. Je suis François Rossier et je vous propose, comme à chaque fois, de débattre de 3 thèmes autour de l'actualité de Fribourg-Gotteron. On va revenir sur le bon début de saison des Dragons, on va parler de l'apport des défenseurs Yecker et Souter, et on va terminer par une petite discussion sur les étrangers avec Dubé qui continue son tournus. Première question, le bon début de saison de Gotteron est-il déjà synonyme de play-off, Pedro ? Bonne question. Alors, bien sûr, c'est pour ça que je suis payé. Très bien. On est d'accord, si Gotteron continue sur ce même rythme de 1,8 à 2 points par match, il n'y aura pas de souci pour les playoffs. Après, il y a quand même une petite astuce cette saison, c'est que seuls les 6 premiers sont qualifiés pour les playoffs. Donc, ça veut dire qu'il faut rester dans les 6 après 52 matchs. Et quand on voit un peu les adversaires qui s'annoncent et qui est à côté de Fribourg, je pense que ça va être quand même assez chaud. Mais les pré-playoffs, ça compte pas ? C'est pas les playoffs encore. Non, c'est pas les playoffs. Ah, faut viser le top 6 cette année. Exactement. Ouais, je me suis planté dans mes calculs alors, parce que moi j'ai plein d'arguments, mais en lien avec le top 8. Patricia, toi, top 6, c'est bon ? Top 6, c'est encore pas bon parce qu'il y a Genève Servette que Fribourg-Gotteron n'a jamais affronté cette saison et qui est leur bête noire et qui va leur priver de beaucoup de points. Fribourg a aussi perdu contre Rapperswil, qui, il y a 2 ans, sauf erreur, avait pris aussi beaucoup de points et a empêché quasiment à lui tout seul de Gotteron de participer aux playoffs. C'est un peu prématuré de dire qu'ils sont playoffs. Alors c'est vrai que les calculs sont un peu faussés cette saison, je dis pas ça pour m'excuser, mais j'avais quand même regardé en lien avec le top 8. On voyait qu'il y avait une moyenne en général de 1,4 points par match pour être 8e ces dernières saisons. Je me suis un peu revenu les 5-6 dernières saisons en arrière. Pour moi, les pré-playoffs, à part ça, ça reste quand même des... Alors on peut discuter du nom, mais enfin, il y aura quand même une petite série, il y aura des matchs et ça sera normalement assez serré. Après, c'est vrai que si Gotteron peut réussir à aller directement dans le top 6, ça lui permettra de se concentrer sur la suite. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec les points qui sont pris aujourd'hui, évidemment, ils ne sont plus à prendre. Et puis, ça leur permet d'avoir un rythme plus lent, si besoin, ou de mieux gérer un passage à vide. Et on dit toujours que le début de saison, il est important. Pourquoi ? C'est que maintenant, avec pratiquement 1,9 points par match depuis le début de la saison, ils peuvent tourner presque toute la saison à 1,2, 1,3 et ils seront dans la bonne partie du classement, je pense, à la fin de la saison. Et ça, il ne faut pas le négliger. Ouais, mais après, apparemment, il y a quand même beaucoup de très bonnes équipes cette année qui font beaucoup de points. Et je pense que, notamment, Zurich et Zug, ils peuvent franchement tenir un rythme encore plus élevé que ça. À Zurich, franchement, ils n'ont pas encore trouvé la bonne alchimie, comme on dit. Il y a des joueurs qui sont normalement assez forts et qui ne tournent pas encore. Je pense à Peterson, Kruger, même Vic, c'est sa dernière saison, mais Vic à 0 points, c'est... Bon, Pedro, tu as toujours eu un œil très tendre envers Vic. Parce que Vic, il a un peu commencé sa carrière à Cloton, qui est un peu mon club de cœur, mais désolé. Non, mais franchement, un Vic à 0 points, c'est comme un Sprunger à 0 points, c'est juste inconcevable. Même si, ok, ils sont sur la fin de leur carrière, mais je pense qu'un Vic, il peut faire que mieux, donc Zurich peut aller que mieux. Il y a Zurich, il y a Zug, Pam, tu l'as dit, Genève, franchement, c'est incroyable. Alors, est-ce qu'ils vont tenir ce même rythme ? Pas sûr, mais Genève, c'est quand même très fort. Quand même à ce rythme-là, mais ça va être fort jusqu'au bout, je pense. Après, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier Berne, ni Davos, surtout Davos. Davos, aux dernières places, c'est quand même pas normal. Donc, au fur et à mesure, je pense que... Ah, mais ils partent de loin, par exemple. Alors, on parle de Gotteron qui est bien parti, mais alors Davos et Berne, ils vont traîner un peu à ce début de saison. Comme mais je crois que Davos a que 8 matchs, donc il en reste 44, si je calcule bien. Exact. Donc, c'est quand même pas mal, quoi. Moi, je pense que, franchement... Alors, moi, je me base sur les 6. Pas sur les 8, mais sur les 6, c'est quand même encore prématuré de dire ça. Par contre, dans les pré-playoffs, à mon avis, c'est pas bon, mais il y a de fortes chances qu'ils y arrivent. Après, ça n'est pas parce qu'il y a un bon départ et pas une certitude, parce qu'on n'en est pas là d'atteindre ces playoffs, mais par contre, ça laisse une marge de manœuvre qui est intéressante à l'entraîneur et à l'équipe. On peut se fixer des petits objectifs en cours de route sur
sur les 5-10 prochains matchs. On peut aussi se donner du temps, travailler différemment. On peut, quand on commence bien la saison, je ne dis pas par rapport au classement précis, mais une équipe qui est bien lancée, ça permet de ne pas forcer sur ses joueurs majeurs, de donner peut-être un peu plus de responsabilité, plus de temps de glace aux jeunes joueurs. Et puis ça, c'est tout un avantage pour Dubé. Ouais, tout à fait. Puis on y reviendra, mais tu peux aussi continuer à faire tourner comme il le fait. Donc, essayer de trouver un peu vraiment les meilleures positions pour chaque joueur. Oui, puis ça évite d'être sous pression. Ça permet aussi d'essayer de trouver la meilleure solution en power play, par exemple, ou en box play. J'ai vu les 2 entraînements pré-match de cette semaine. Et s'il y a le premier bloc de power play qui est bien établi, dans le deuxième, il essaye des variantes au cours de l'entraînement. Et ça, c'est juste super. Et puis, ça ne pourrait pas être le cas si Gauthieron était aussi mal placé que la saison passée au même moment. Ouais, puis surtout quand tu commences bien, c'est aussi l'ambiance générale un peu dans l'équipe, dans le vestiaire, puis même autour. Je pense que pour nous les journalistes, c'est aussi plus facile de bosser avec des joueurs qui se sentent bien et puis qui ont des bons résultats. Donc je pense qu'effectivement un bon début de saison, c'est que du bonus. Après, tu parlais de Zug ou de Zurich qui pouvaient maintenir cette cadence ou faire encore mieux. Est-ce qu'il y a une grosse marge de manœuvre à Gauthieron ? Gauthieron, je pense que c'est plutôt individuellement qu'il y a des joueurs qui peuvent faire que mieux. On l'a dit, il y a Sprunger. Moi, j'ai un petit souci toujours avec Stolberg qui a des stats incroyables. C'est clair, 11 points en 9 matchs, c'est super, mais je sais pas, il y a toujours un truc qui me gêne. Je trouve qu'il n'est pas encore assez opportuniste. Je prends l'exemple de mardi à Lugano. Il marque le but égalisateur, on est d'accord. Il a aussi un assist, donc il sauve entre guillemets son match, puis il sauve son équipe. Mais il a quand même 5 grosses occasions, dont 3 dans le premier tiers. Et puis s'il en met qu'une ou 2, ça change complètement le match. Et puis Gauthieron, au lieu de faire la course derrière, fait la course en tête et a peut-être 3 points au lieu de 1. Et puis Stolberg, il aurait quand même ses 2 points, mais Gauthieron aurait aussi 2 points de plus. Donc mine de rien, je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de joueurs qui peuvent encore faire mieux. Je pense aussi, et puis on a déjà vu à certains matchs, c'était la 4e ligne, la 3e ligne, la 2e ligne, la 1re ligne. Le jour où les 4 lignes fonctionnent et tournent ensemble, ça risque de faire assez mal, non ? Ouais, je suis quand même obligé de nuancer un tout petit peu. Il me semble qu'il y a eu quelques matchs depuis le début de la saison qui ont été arrachés. Je ne vais pas dire que c'était le hold-up ou contre le cours du jeu, mais des fois où Gauthieron était un peu mal parti et a réussi, alors parce qu'il y a de la qualité cette année, on l'a déjà dit souvent dans ce podcast, mais a réussi un peu à retourner un match qui, même à Lugano mardi, typiquement, Lugano, souvent quand Gauthieron perd à Lugano 3-0, je crois que tu l'as écrit d'ailleurs, Pierre. C'est Dubé qui a dit ça, quoi. Il a pris. Mais il a raison, c'est rare que Gauthieron revienne d'un si mauvais départ. Donc d'un côté, c'est bon signe parce que ça montre qu'il y a du caractère et de la qualité cette année. D'un autre côté, ça veut aussi dire que ils reviendront pas toujours d'un 3-0, quoi. Il y a des fois des trous en milieu de match. Non, on est d'accord, quoi. C'est pas pour ça qu'on dit que c'est pas gagné. Voilà, la conclusion de la première question. C'est pas gagné, mais c'est bien parti. On passe à notre deuxième question de ce podcast. Benoît Yecker et Dave Suter, de nouveaux défenseurs de Gauthieron, sont-ils plus forts que prévu ? Je ne pense pas forcément. Autant Yecker que Suter l'année passée ont eu une saison difficile dans leur dernier club. Là, on voit qu'ils ont envie de jouer, envie de bien faire. Ils ont de nouveaux coéquipiers et c'est tout bénef jusque-là pour Fribourg. Après, moi, j'avoue que j'avais un a priori un peu négatif sur Suter. Je sais pas si c'est parce qu'il est un peu grand et puis grand égale un peu pâteau, j'en sais rien, mais je suis pas surpris vraiment bien, mais quand même je trouve qu'il est un peu plus technique que ce que je pensais. Et puis il a connu peut-être un début de saison un peu poussif, mais maintenant il va très bien. C'est pas forcément parce qu'il a marqué un but, mais effectivement je pense qu'il a gagné un peu confiance et puis il va un peu plus en avant, il apporte un peu plus le surnombre. Puis ça c'est quand même très positif. Et il faut dire, on met les deux dans le même panier parce que voilà, ils sont arrivés cet été, ils sont les deux défenseurs. Ils jouent ensemble aussi. On se posait aussi des questions. On se posait aussi des questions. C'est juste parce qu'ils avaient des saisons, on dit compliquées depuis là. Alors on n'a pas vu tous les matchs non plus, mais il y a aussi les statistiques et puis leur rôle, leur temps de jeu qui n'était pas fameux dans leurs équipes respectives.
Alors peut-être que Souter, pour moi, c'est plus une surprise que Yecker parce qu'actuellement, il joue à un niveau plus haut qu'Yecker. Pour moi, si on doit faire une petite hiérarchie des défenseurs, Souter, actuellement, on peut discuter avec Chavaya qui est là depuis longtemps et qui a un rôle bien établi, mais derrière Gunderson, c'est presque Souter qui est le défenseur le plus intéressant et qui pèse le plus sur le jeu de Gauthieron. Il est utilisé énormément en box-play. Il a beaucoup de temps de jeu. C'est le premier Suisse derrière Gunderson, Stolberg et Desharnais. Il joue presque 19 minutes par match. Et puis offensivement, surtout, toi tu parlais d'un joueur peut-être un peu pâteau, peu mobile ou peu technique. Dans mon souvenir, il est mis a priori. Oui, mais j'ai changé d'avis depuis. Moi, dans mon souvenir, c'était pas quelqu'un qui pesait sur l'attaque. Je dis pas qu'il pèse énormément, mais il a quand même 17 tirs au but depuis le début de la saison. C'est un des défenseurs qui tire le plus. Il en prend même 6 dans le slot, ce qui est énorme. Même Di Domenico n'a pas... Enfin, oui, il a juste autant et il a aussi 6. Donc, c'est quand même un joueur qui prend... Je sais pas, qui prend de l'envergure ou qui retrouve en tout cas un niveau qu'il avait eu il y a quelques années en arrière. Non, mais lui, c'est vraiment une bonne surprise, on est d'accord. Oui, puis on le voit beaucoup sur la glace parce qu'il ose monter, on le voit souvent derrière le but adverse même. Et ça, c'est assez rare pour un défenseur, surtout un défenseur fribourgeois parce que ça fait un moment qu'on n'a pas vu ce genre de style. Après, c'est le jeu de Dubé. On voit quand même les défenseurs, ils viennent très très souvent appuyer l'attaque. Il y a souvent un des deux défenseurs qui s'avance beaucoup plus loin que la ligne bleue. Et ça réussit pas mal à Gauthieron. Et justement, on les voit plus qu'un défenseur prudent ou qui fait son job défensif et qui se contente avec des guillemets, parce que la relance est importante, mais de relancer sans plus. Lui, il est présent. Mais c'est là où on peut parler d'Yecker. Alors peut-être que dans la paire Souter-Yecker, Yecker, c'est peut-être celui qui doit rester un peu plus en arrière. En tout cas, lui, il va beaucoup moins dans la zone offensive. Il y a toujours un équilibre à trouver, il me semble. Oui, bien sûr. Et puis je trouve que Yecker, alors c'est moins impressionnant au niveau des statistiques, mais il dégage quand même un calme, une sobriété. Et puis il a passé 350 matchs de National League. Voilà, on sent. Il a l'habitude de jouer. Mais je trouve qu'il s'est assez vite mis dans le moule Gauthieron et puis il a vite trouvé sa place. Oui, puis ce qui est étonnant aussi, c'est que Yecker n'a pas marqué beaucoup de points durant sa carrière en National League. Mais à l'heure actuelle, c'est le deuxième défenseur utilisé par Dubé en powerplay, derrière Gunderson. C'est assez surprenant comme rôle. C'est surprenant, mais je pense dans l'idée de Dubé, c'est plutôt Fourer qui doit piloter un peu la deuxième ligne de powerplay. Et comme Fourer est blessé, je sais pas, en tout cas, Yecker, ce rôle ne lui convient pas très bien. Oui, alors je pense que les deux, Yecker et Souter, profitent de l'absence de Fourer et pour grappiller des minutes et pour avoir un rôle plus important peut-être que prévu, si on peut dire ça comme ça. Pour revenir au powerplay, j'avais discuté en tout début de saison ou même avant le début de saison avec Dubé de ce deuxième jeu de puissance, parce que comme on l'a dit, le premier, il y a assez de solutions, puis le défenseur, il n'y a pas besoin de le discuter très longtemps. C'est Gunderson. Le deuxième powerplay laisse un peu plus de points d'interrogation parce que ça donne l'idée de dire oui, on peut partir avec Fourer. Mais Fourer, quand il était arrivé à Gauthieron, il m'avait confié que le powerplay, il l'avait pratiquement jamais joué de toute sa carrière, quoi. Alors peut-être qu'en venant à Fribourg, c'est aussi un nouveau rythme, des nouvelles responsabilités, mais en même temps, on ne s'improvise pas joueur de powerplay comme ça à passer 30 ans. Et puis, on pensait un petit peu à Ebicher aussi pour ce rôle-là. Mais visiblement, il est encore un peu tendre et Dubé disait qu'il préférait mettre Yecker pour l'instant. Mais il n'en profite pas énormément. En même temps, Gunderson prend beaucoup de temps de glace sur le powerplay. C'est fou que vous parliez de Fourer, les deux, quand même. Il vous a manqué ou bien est-ce que vous avez l'impression qu'il manque dans le jeu de Fribourg ? Moi, j'ai plutôt l'impression que les joueurs qui sont alignés, ils l'ont gentiment fait oublier, non ? Ouais, moi, je ne suis pas sûr. Je pense que Fourer, honnêtement, quand il arrive à Fribourg, j'en attendais beaucoup plus. Il se trouve que c'est devenu un défenseur solide, sans plus, je dirais, sans être méchant. Mais franchement, il a quand même une certaine expérience. Tu parlais du calme et de la sérénité d'Yecker, mais Fourer, lui, je trouve qu'il est vraiment encore plus dans cette impression-là, quoi, vraiment de tranquillité. Et honnêtement, je pense qu'il manque quand même à cette équipe. Voilà, on parlait aussi du powerplay. Qui mettre sur ce deuxième powerplay ?
c'est vrai que des solutions, Il y en a pas je beaucoup. sais pas s'il va en trouver Dubé d'ici la fin de la saison, parce qu'un joueur, ça s'invente pas. Il faudrait que David Ebicher ait une énorme progression pour tenir ce deuxième powerplay. Et sinon, la question, elle va se poser jusqu'à la fin. Quel est le meilleur défenseur? Ou peut-être que Yaker va aussi prendre ses marques, prendre un peu confiance, puis avoir un autre rôle sur ce deuxième powerplay. Mais c'est vrai que... Sinon, tu laisses Gunderson sur les 2 minutes, comme à l'époque, Sprunger et Cervenka sortaient jamais de la glace. Non, à Lugano, à la fin, c'était ouais, mais ça. bon, après, tu le perds pour d'autres situations. Ah de ouais, jeu, effectivement, donc, après, tu le fais souffler un petit peu. Bon, c'est déjà à peu près ce qui se passe Ouais, dans ce on est début de d'accord. saison. J'ai regardé, il a plus de 3 minutes en powerplay par match. Et le deuxième, Yaker, il a 1 minute et des poussières. Donc ça fait une sacrée différence. Mais c'est pas la seule équipe, Gauthieron. Je crois que Lausanne, Barberio, il sort pas très souvent. Tom Ernest à Genève, Ouais, il non, reste c'est aussi clair. beaucoup sur la glace. Donc voilà, c'est un peu le hockey actuel qui fait qu'un défenseur peut tenir la ligne bleue pendant un bon moment à 5 contre 4. Mais je pense aussi que c'est assez généralisé aussi le fait qu'il y ait un très très bon powerplay et le deuxième qui est quand même beaucoup moins bon que le premier. Mais c'est vrai que pour garder le rythme, comme on disait, que Gauthieron confirme ce bon départ, je pense que les jeux de puissance sont toujours importants et la deuxième unité devra aussi se montrer performante, même si c'est aussi souvent celle qui subit les absences de certains joueurs. Tout d'un coup, un blessé, ça fait effet domino, et pas Mikado. Domino, et ça va impacter le deuxième powerplay. Juste avant, on parlait de l'importance d'un bon début de saison. Justement, là, il va pouvoir faire des SF sur le deuxième powerplay. Exactement. On passe à notre troisième thème sur les étrangers de Gauthieron. Ce brassage continuel est-il une bonne idée, Patricia? Pas forcément. D'ailleurs, Christian Dubé, il revient presque, on dira, parce que d'après ce que j'ai vu, contre Bienne, ça sera de nouveau Brodin surnuméraire. Ça veut dire que ce sera la deuxième fois de la saison que Brodin sera surnuméraire 2 matchs de suite. Ouais, mais moi, je crois que Dubé, il est quand même cohérent avec lui-même. Ok, il a brassé ses lignes, il a brassé ses étrangers presque à tous les matchs. Je pense tous les matchs. Je pense à tous les matchs, il y a eu un effectif différent presque. Pratiquement à part les 2 premiers. Ouais. Mais par contre, il a toujours dit aussi que ce ne serait pas un tournus, mais c'est un peu au plus méritant qui jouera. Et là, pour l'instant, je trouve qu'il est assez cohérent par rapport à ce qu'il a dit. La seule surprise, c'était l'absence, je crois, de Stolberg à Rapperswil. Je crois que tout le monde était assez surpris de ça. Mais sinon, franchement, Di Domenico qui n'a pas joué le week-end passé contre Bienne, mais effectivement, Di Domenico, il avait quand même, il restait sur des performances un peu moins abouties qu'en début de saison. Donc je trouve que c'était bien de le faire souffler une fois. D'ailleurs, il y a eu une petite réaction à Lugano. Bon, il a marqué, il n'a pas été transcendant, mais il a quand même marqué. On a vu qu'il était très important en powerplay. Donc, franchement, pour l'instant, l'équipe n'en a pas souffert. Et là, je vais prendre mon rôle d'avocat du diable et je vais vous dire qu'avec Brodin, Gauthieron a des meilleurs résultats qu'avec d'autres étrangers. Avec Brodin, c'est 4 victoires, 2 défaites. Voilà, Di Domenico, par exemple, c'est 6-4. Alors, c'est pas une grosse différence, mais c'est quand même une différence. Est-ce que Brodin est si inutile que ça? Non, mais moi, je peux te dire autre chose. C'est que sans Stolberg, Gauthieron a perdu ses 2 plus gros matchs, on dira, de le début de saison. Gros match, c'est pas le terme idéal, mais Gauthieron a pris une claque à Lausanne et a perdu lamentablement à Rapperswil. Ouais, c'est vrai, effectivement. Non, mais Brodin, il n'est quand même pas sous-utilisé. Il a quand même joué 6 matchs. 6 matchs, ouais. Donc voilà, après, il peut peut-être se plaindre, il peut pas être content de son statut, mais 6 matchs sur 11, je pense qu'il n'y a pas de quoi crier au loup. Ah, mais c'est une expression. C'est une expression, quoi. On n'entend pas souvent cette expression dans ta bouche. Mais pour revenir à ce choix d'étrangers, effectivement, les résultats prouvent que c'est des bons choix et Gauthieron est dans une bonne dynamique, a un bon rythme. La question que je posais, c'était de dire, souvent ou naturellement, on dit depuis le début de la saison, Brodin, c'est celui qui est le moins talentueux, c'est celui qui se rapproche le plus de ce rôle de surnuméraire. Ce que je voulais juste mettre en avant, c'était que les résultats n'étaient pas moins bons avec Brodin. Après, le problème de ce brassage des étrangers, c'est que automatiquement, forcément, tu brasses aussi tes lignes. Et puis il y a vraiment des joueurs qui sont, alors là, pour le coup, trimballés de gauche à droite. Je pense à Bikoff, même à Sprunger. Après,
Là, on sent vraiment que Dubé, il veut essayer de relancer Sprunger. À Lugano, il l'a vraiment fait beaucoup jouer, surtout en powerplay. Alors, c'est tout à son honneur. Ça veut dire qu'il croit encore en lui. Mais forcément, les lignes sont quand même complètement brassées, quoi. Mais avec ces étrangers, alors faisons le petit jeu. Gunderson, on n'en parle pas parce que voilà, il est intouchable, comme on l'a dit depuis le début. Mais après les autres, on revient toujours à cette idée-là. Mais si Dubé va gentiment choisir son équipe en alignant son équipe type, en alignant les plus méritants, j'aime pas trop ce terme, mais enfin ceux qui sont en meilleure forme actuellement, s'il n'y a pas de blessés, on revient à la question qu'on se pose depuis un moment, c'est qui ne joue pas. Le problème, il était le même au départ, et je pense que tant que les 5 sont en santé, ça sera toujours le même, parce que Gunderson semble indétrônable, surtout à l'heure actuelle, sans Fourer en défense. Desharnais, c'est un centre, Dubé a besoin de centre. Bon, on dit Domenico est capable d'y jouer, mais justement, c'est sa force, il est polyvalent, il peut jouer au centre ou à l'aile. Ça se joue en Stolberg et Brodin. Et pour ma part, Stolberg, je trouve qu'il est bien plus utile actuellement que Brodin. Ouais, donc c'est un choix par élimination alors. Les autres, ils sont trop importants, alors c'est Brodin qui en fait les frais. Je sais pas, toi tu procéderais comment? Non, alors honnêtement, moi je procéderais par alchimie dans les lignes. Donc Desharnais et Stolberg, ils se connaissent depuis très longtemps. Ouais, très longtemps, ils ont joué il y a 2 ans ensemble en Russie, donc à AHL. Je pense qu'eux, ils sont, entre guillemets, inséparables. Là, Dubé, il a trouvé Motet à leur côté. Très bien, ça va très bien pour l'instant. Après, je pense Di Domenico et puis Schmid, je trouvais que ça tournait bien en début de saison. Je trouve que Schmid, son rôle maintenant, ok, il est très jeune, il doit aussi apprendre à pas toujours être sous les feux des projecteurs et puis à bosser. Mais je trouve que c'est ce qu'il fait et puis il mériterait de remonter d'un cran dans une ligne. Et puis, je pense que Dubé aurait tort de ne pas recomposer cette ligne Di Domenico-Schmid. Et après, tu mets Sprunger et puis Bikoff ensemble parce qu'il faut vraiment essayer de relancer Sprunger. Et puis Bikoff, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est le joueur qui le connaît le mieux. Donc, c'est ça qui va marcher le plus facilement. Donc, du coup, c'est Brodin. Voilà, on arrive à la même conclusion. On arrive à la même conclusion. Bon, alors on se pose plus cette question jusqu'à Noël, on dit. Non, mais de toute façon, Dubé, il va encore changer jusqu'à Noël. Donc, Dubé lui-même se la pose la question. Mais je pense que dans sa tête aussi, il a peut-être pas la même conclusion que nous, mais il a une conclusion. Peut-être qu'il procède aussi par élimination, finalement. Ouais, puis je pense qu'il regarde aussi quand même l'adversaire en face. Quelles sont peut-être les qualités qui peuvent mieux aller avec l'adversaire? J'imagine. Je pense Donc, aussi. Brodin, il est plus dans l'agressivité, c'est un gratteur, il est peut-être un peu plus... il peut faire un peu peur des fois à l'adversaire, donc ouais, je pense qu'il aura toujours un rôle dans cette équipe. Donc il joue pas contre Bienne, parce qu'il n'y a pas besoin de faire peur à Bienne, c'est ça? Ouais, mais Bienne, c'est une équipe très joueuse, donc peut-être mettre une fois un petit peu des bonnes charges et puis un peu l'intimidation, c'est pas plus mal. Après le match de Stolberg à Lugano et de Desharnais, tu peux pas sortir Stolberg et puis Desharnais. Non, pas du Alors, il n'y a tout. plus que Di Domenico et Brodin. Oui, mais on voit que Di Domenico apporte aussi beaucoup dans le powerplay. Ouais, mais par contre, alors, dans le powerplay, d'accord, mais la ligne qu'il a formée avec Sprunger et Aaron à Lugano, c'était pas ça. Après, c'est aussi un problème de forme de ses coéquipiers. Ça risque de changer d'après Ouais, l'entraînement de c'est ce ça. matin. Ok, attends, On voilà. va plutôt miser sur un changement de partenaire de ligne que d'étranger. Donc c'est ça, alors c'est Patricia. bien, on a vu le même match alors. Ouais. Donc Di Domenico, il jouera avec qui? Je perds un peu la mémoire, ça doit être l'âge, non? Mais sauf erreur, il joue avec Schmidt et Sprunger. Ah bah voilà. Sauf erreur, si je me souviens bien de ce que j'ai noté. Du coup, J'ai eu Schmidt, beaucoup c'est à bien faire pour lui. ce matin. Ah bah c'est bien. Du coup, Schmidt, je trouve que c'était important de ok, tu vas un petit moment en 3e ou en 4e ligne, mais je compte sur toi et puis je te remonte en 1re ou en 2e ligne. Je crois que tu peux bientôt remplacer Sean Simpson. Il cherchait quelqu'un là. Tu as un bon conseiller. Je suis trop cher, ils n'ont pas d'argent. On termine comme d'habitude avec les pronostics. Donc Fribourg qui reçoit Bienne ce vendredi et qui va à Lausanne mardi prochain.
Deux matchs qu'on a déjà vécu entre guillemets. Alors, c'est à chaque fois un nouveau match, mais enfin des affiches qu'on a connues cette saison. Donc c'était vendredi dernier, Gauthieron qui a battu Bienne à la maison 3-1. Et puis Gauthieron, quand il est parti à jouer à Lausanne un dimanche après-midi, si j'ai bonne mémoire, c'était la grosse défaite 6-1. Alors, est-ce que cette fois-ci les scores seront différents? Qui veut se lancer? Pam. 4-1 pour Fribourg contre Bienne. Et puis, on va remettre la même chose, 6-1 pour Lausanne contre Fribourg. Lausanne m'a vraiment impressionné, je dois dire. Visiblement. Ouais, bon. Ouais, mais Lausanne est en quarantaine. Ça change. Je pense qu'ils auront quand même un problème de rythme. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Problème de rythme? Non, d'abord Bienne. Non, moi je pense que Bienne, il y a quand même du mieux. Un petit peu de mieux. Donc ça va être un score très serré. Je pense quand même victoire de Fribourg, mais 4-3. 4-3. Et une victoire de Fribourg contre Lausanne. 4-2. 4-2 à Lausanne, c'est noté. Et toi, pour François? moi, je profite de l'absence de notre collègue Pierre Chouvet pour donner le fameux 4-2. Ça sera vendredi pour Gauthieron contre Bienne. Et puis, je pense que Gauthieron sera très prudent à Lausanne et assez défensif pour prendre une revanche, ou en tout cas pas revivre le calvaire de la dernière fois, mais ça sera quand même insuffisant. Et ils vont perdre 3-2. Et puis je pense que Brodin va jouer à Lausanne. Alors là, on verra si tu es vraiment dans la tête de Dubé Là, jusqu'au bout. ça vaut 3 points. Ça vaut 3 points. Si Brodin Brodin joue à Lausanne, ça vaut 3 poins. Non, mais je pense qu'il avait déjà joué la dernière fois. Hein. Ouais, mais ça s'est pas très bien passé. Donc, Justement. Ouais, mais je pense Toi, que... t'insistes. Ouais, j'insisterai. Ok, on te donnera pas 3 points, mais 2 points si Brodin joue à Lausanne. Ça te va? Très bien. Négociation terminée. Et podcast terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. On se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Et puis, bon match pour ce week-end. Salut Merci à toutes à et à tous. tous. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, Point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé ou vous n'êtes pas d'accord? Envoyez-nous vos commentaires à l'adresse sport@laliberté.ch. À la semaine prochaine.